L'entrevue Agri Demain SIA 2022, rencontre avec Hervé Pillot. Bonjour Hervé. Bonjour. Ravi de t'accueillir ici, dernier jour du Salon international de l'agriculture. Oui, je dois avoir un peu de cerne, on l'a tous. J'allais dire, c'est le moment ou jamais pour continuer à vivre cette agriculture, de s'enrichir aussi avec ton dernier livre, le troisième je crois. Troisième, oui. Alors cultivons l'avenir ensemble. J'allais finalement ouvrir avec Aloui, mon petit-fils, qu'il porte avec sa génération ce message, cultivons l'avenir ensemble. J'allais même rajouter peut-être cultivons l'avenir ensemble et aussi avec. Tant ce livre regorge de bon sens, d'idées, de déploiement de moyens. C'est un vrai regard très transversal sur l'agriculture en général. C'est ça l'idée de ce livre? C'est ça l'idée. L'idée, c'est de... On entend beaucoup de choses sur l'agriculture, ouais. Et je pense que dans le discours, on souffre, je pense d'abord, d'un manichéisme terrible. On voudrait faire simple avec des choses éminemment complexes. Le vivant est naturellement complexe, et j'ai essayé effectivement de prendre un peu tous les points que ce soit l'agriculture pour nourrir évidemment, bien sûr, ouais. Mais aussi pour réparer un peu la planète, elle en a besoin, aussi pour la santé globale, mais en tenant compte de ce que veut, de ce que pense le citoyen, le consommateur, mais en essayant de lui donner un regard pour qu'il ait un œil avisé pour pouvoir prendre position. Le livre est bien conçu parce que je dirais c'est une vraie bibliothèque pour tous ceux qui veulent profiter d'informations. Il vient poser déjà factuellement un constat. Il fallait s'appuyer sur quelque chose de réel. C'est ça le premier démarrage du livre. Exactement. On va avoir un regard très construit. Important pour éviter le contresens. On a vu il y a 5-6 ans, il y avait énormément d'agribashing. Tu étais éleveur laitier. Oui. Donc c'est de la parole d'agriculteur, d'éleveur. Oui, je suis membre d'Agri Demain, évidemment. Aussi de France Agriculture, on est tous un peu dans les mêmes. L'objectif, c'est de communiquer pour donner une image. Il n'y a pas mieux qu'un agriculteur pour dire ce qu'il fait. J'ai été dans les tout au premier, je pense pouvoir le dire, sur les réseaux sociaux. Ouais. Sur Twitter, il y a 12 ans, on était 3 agriculteurs. Maintenant, c'est des centaines, voire des milliers, et c'est bien. Parce que c'est vrai, Hervé, dans ce premier, je dirais, première partie du livre, on est coincé entre mondialisation, le système européen qui nous emmène déjà depuis quelques décennies, et puis un système social-sociétal avec finalement une ruralité qui s'évapore vers la cité, mais la cité qui revient un petit peu vers la ruralité. On voit là en ce moment, il y a une nouvelle place pour l'agriculture maintenant. Totalement. Alors il y a des mots qui sont galvaudés désormais. Mondialisation, industrie, ouais. C'est des mots nobles. Le problème, c'est qu'on en a fait quelque chose par moment qui a dévié, qu'il est devenu un peu moins, voire parfois beaucoup moins. On ne peut pas totalement assimiler la mondialisation à la finance, même si c'est souvent le cas. Et il y a un côté dans la mondialisation qui est à prendre en compte. Ce qu'on vit depuis quelques jours avec cette flambée des cours des céréales ne peut se traiter qu'au niveau mondial. Ça ne peut pas être autrement. Un pays qui voudrait s'isoler de ça prend des gros risques. Il y a une chose qui me semble être le b.a.-ba, je l'ai mis dans le livre, je prends parti sur un certain nombre de choses, c'est que si on ne va pas porter à manger aux gens où ils sont, parce que dans certains endroits, il n'y a pas de terre. Dans certains endroits, il y en a et on peut cultiver plus. Mais si on prend tout l'Est asiatique, il n'y a pas suffisamment de terre pour les nourrir. Alors après, c'est simple. Ou on les accompagne pour avoir à manger, où on va voir des mouvements de population. On ne parlera plus d'immigration, on parlera un jour d'exode si on n'y veille pas. Je pense que c'est l'occasion finalement de ta partie 2, une nouvelle façon de voir notre alimentation et le 3, une agriculture, l'affaire de tous. C'est ça nos enjeux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir que son ventre, il faut aussi penser que sur la planète aujourd'hui, la répartition de notre alimentation est l'affaire de chaque citoyen de la Terre, quoi. Ah oui, et il y a une chose j'ai fait un certain nombre de constats, la répartition de la population sur la planète est en totale inadéquation avec la capacité de la planète à nourrir. Les zones les plus denses en population ne sont pas les zones les plus riches au niveau des terres. Donc on ne peut parler d'alimentation qu'au niveau global. C'est un peu la même chose pour l'environnement. La mère de toutes les batailles, pour moi je pense, c'est celle du carbone. Bien sûr la biodiversité est importante, ça on peut le traiter assez localement. Par contre, l'enjeu du carbone ne peut être traité que de façon globale. Si on doit faire
quelque chose chez nous qui réduit la production, mais qui impacte avec des importations massives qui vont générer de la déforestation, je ne pense pas qu'on aura réussi vraiment notre coup. Alors prise de conscience, on est vraiment sur notre art de vivre à la française, en miroir avec une mondialisation, ça c'est nos consciences qui s'ouvrent. Tu évoquais la terre, mais d'autres enjeux peut-être tout aussi grands, voire au-delà, c'est l'eau, parce que là forcément c'est une ressource qu'on pensait inépuisable. On n'a jamais compté l'eau en France, pour autant je sais que dans le monde ça se compte à la goutte, donc il va falloir aussi prendre cette mesure. Alors oui, alors il y a plusieurs choses. L'eau, j'ai consacré tout un paragraphe, tout un chapitre à l'eau. Il y a plusieurs enjeux dans l'eau. Au niveau quantité, elle ne bouge pas parce que les molécules ne se défont pas. Donc ça, par contre, après, il y a l'eau douce représente une infime partie, guère plus de 1% de cette eau-là. Et dans cette partie d'eau douce, l'eau potable est encore une partie infime, et c'est celle-là qui nous intéresse. Et quand je dis potable, c'est potable pour nous, pour en consommer, mais aussi potable pour irriguer les cultures. Alors c'est pas la même potabilité, on va dire. Mais c'est là qu'il faut vraiment veiller à ce qui se fait. Et là, du coup, en France, il faut vraiment qu'on fasse attention, et probablement, enfin je suis même convaincu, qu'on réfléchisse à faire des stockages, parce que du stockage ça coûte cher. La France, d'après McKinsey, sera le pays le plus impacté au monde par le changement climatique. Alors pas celui qui va devenir le plus sec, mais celui où le gap entre l'avant et l'après sera le plus important. Alors on l'a vu avec un clin d'œil avec le bicentenaire Pasteur en ce moment, il était clair que la science a aidé l'agriculture. Il est clair qu'aujourd'hui l'innovation, les nouvelles technologies, c'est peut-être un soleil dans une nuitée en tout cas d'objectifs, parce que c'est vrai qu'on l'a vu, la gestion des intrants avec les nouvelles technologies, on a quand même réduit considérablement là aussi la chimie dans nos sols. La gestion du vivant est de plus en plus, je dirais, au cœur et la préoccupation de toutes les agricultures. On est en train de passer d'une agriculture intensive en intrants à une agriculture intensive en connaissances. C'est important. Et là, on a tous les éléments d'une nouvelle renaissance. Ouais. On vit la fin d'un cycle, et un autre est en train de démarrer. Le problème, c'est qu'on est dans une incertitude entre les deux. Ce qui crée beaucoup d'incompréhension, ce qui crée des conflits, ce qui crée une déconnexion, j'ose le dire, particulièrement des élites, qui sont perdues, parce que tout est fondé sur des critères du passé, et on est passé à autre chose. Par contre, dans le même temps, et ça c'est la bonne nouvelle, on vit une période d'énorme créativité. La Renaissance a vu Florence émerger et après irriguer tout le monde connu de l'époque. Les châteaux de la Loire ne sont rien s'il n'y a pas l'Italie, s'il n'y a pas Florence. Et peut-être que la Californie est actuellement la nouvelle Florence. C'est l'avenir qui nous le dira, ça, parce que les pages ne sont pas toutes écrites. Exact. Mais on vit cette nouvelle Renaissance particulièrement grâce au numérique, mais pas que. On va terminer avec un regard, j'allais dire, bien français. C'est l'agriculture n'a jamais tant porté d'espoir pour nos jeunes. On le sait, 200 000 agriculteurs, à peu près 100 000 dans la prochaine décennie partiront à la retraite. Là, il y aura un vrai clash. Cela dit, il n'y a jamais eu autant de propositions, des métiers divers en exploitant, en technologie. L'agriculture ouvre ses bras à notre jeunesse pour les porter sur un avenir commun. C'est ça qui doit nous réjouir. Je suis président d'une école d'agriculture qui est devenue un gros groupe de formation. On dispense 50 diplômes différents, diplômes d'État mais pas que, et on en a même beaucoup qui sont des diplômes privés, de la 4e jusqu'au master. Il y a on voit une richesse partout qui arrive, et on voit surtout de la fongibilité entre les choses. Des jeunes viennent avec une image, une idée, qui n'est pas forcément la nôtre, mais il ne faut surtout pas les rejeter, il faut les prendre et petit à petit les emmener vers des choses qui eux-mêmes découvriront que c'est plus raisonnable. Hervé Pillot, c'est à lire et à relire, à se faire plaisir. Cultivons l'avenir ensemble. J'aime bien ton sous-titre. Concilier, mais réconcilier agriculture et société. Un vrai livre aux éditions France Agricole. Agri Demain vous le conseille bien évidemment. Merci Hervé de ton passage. Merci, et à bientôt chez nous. À bientôt.